Nous allons maintenant passer au deuxième dossier court. Donc, pour le dossier numéro 2, il s'agit d'un homme de 57 ans que vous voyez en consultation pour l'exploration d'un pic monoclonal de découverte fortuite. Donc, votre patient se dit en bonne santé, il n'a pas perdu de poids, il ne se plaint d'aucune douleur. Le PP avait été prescrit au cours d'un bilan de santé systématique. Pour ce dossier, on vous demande en première question quel bilan complémentaire vous demandez pour l'exploration d'un pic monoclonal de découverte fortuite. Vous avez 3 minutes pour répondre à cette question. Le principe du bilan complémentaire devant l'exploration d'un pic, c'est bien évidemment d'éliminer une gammapathie monoclonale maligne. Alors comment on va faire ça? Tout d'abord à l'aide d'un bilan biologique, une numération pour rechercher des cytopénies, VS-CRP, une créatininémie pour rechercher une atteinte rénale associée, un dosage de la calcémie, qui pourrait être élevé dans le cadre d'une gammapathie maligne. Ensuite, pour la gammapathie elle-même, il faut préciser de quel type d'immunoglobuline il s'agit. Est-ce qu'il s'agit d'une IgG ou d'une IgM? Il ne s'agit pas du tout des mêmes pathologies. Donc vous demandez une immunoélectrophorèse des protides plasmatiques pour savoir si c'est une IgG, une IgA ou une IgM. Enfin, vous faites une protéinurie des 24 heures avec recherche de Ben Jones et pareil que dans le sang, une immunoélectrophorèse des protides urinaires à la recherche de chaînes légères libres. Ensuite, on cède des examens radiographiques à la recherche de lésions osseuses. Les radiographies qu'on demande de façon classique dans l'exploration d'une gammapathie monoclonale sont des radiographies du squelette axial. On entend par squelette axial l'ensemble du rachis, cervico-dorsolombaire,
face plus profil, une radiographie de bassin et une radiographie de crâne face plus profil, localisation assez fréquente dans ces gammapathies malignes. Enfin, au niveau des os longs, on se suffit en général des humérus et des fémurs. Il y a rarement des atteintes plus distales des membres. Enfin, toujours demander une radio de thorax, parce qu'on verra que dans les gammapathies malignes, il n'y a pas forcément que celles qui touchent les os. Ensuite, votre patient avait 57 ans, c'est ce qu'on peut appeler un patient jeune dans le cadre des gammapathies monoclonales, et vous devez demander de façon systématique, à cet âge-là, un myélogramme. On peut discuter la réalisation de ce myélogramme chez des patients âgés de 75 à 80 ans. Si on n'a pas de critères pour une gammapathie maligne sur les examens complémentaires, dans ces cas-là, on sait que le risque évolutif fait que, passé un certain âge, on peut surseoir au myélogramme et préconiser une surveillance simple. Mais là, dans ce cas-là, dans le cas de votre patient de 57 ans, ce n'était pas possible. On vous demande donc de donner, à la deuxième question, les critères de MGUS. MGUS, c'est gammapathie monoclonale de signification indéterminée ou anciennement gammapathie monoclonale bénigne. Vous avez 2 minutes pour répondre à cette question. Tout d'abord, il faut que le contingent immunoglobulinique ne soit pas trop élevé et on définit un seuil d'environ 30 grammes pour une IgG pour rester dans le cadre des gammapathies monoclonales bénignes. Le plus important, c'est qu'il n'y ait pas de plasmocytose élevée au niveau du myélogramme. Le chiffre pour passer au stade myélome, c'est 10%. Et c'est souvent aussi leur caractère dystrophique. Les plasmocytes dans le myélome ont des anomalies visibles sur les lames. Et c'est le caractère plasmocyte dystrophique plus que le pourcentage qui fait le diagnostic de myélome. Pour les gammapathies monoclonales bénignes, on se donne un seuil de 5 à 10%. Il ne faut pas qu'il y ait de protéinurie de Benz-Jones. Effectivement, dans les gammapathies monoclonales bénignes, en général, le plasmocyte qui est en excès produit une immunoglobuline normale et produit une quantité aussi importante de chaînes lourdes que de chaînes légères. Donc il n'y a aucune raison qu'il y ait des chaînes légères libres, donc il n'y a aucune raison qu'il y ait une protéinurie de Benz-Jones. S'il y a une protéinurie de Benz-Jones, c'est que le plasmocyte n'est pas normal et produit plus de chaînes légères que de chaînes lourdes. Donc il existe des chaînes légères lourdes qu'on retrouve dans les urines avec les conséquences que l'on connaît. Pas de lésions osseuses.
Donc ça, c'était sur les radios. À la numération, pas de cytopénie en particulier, pas d'anémie, ou pas d'anémie en tout cas liée à cette cause, pas d'hypercalcémie, et enfin, pas de retentissement rénal, pas d'insuffisance rénale liée à la gammapathie. À la question suivante, on vous demande, là dans le cadre d'une gammapathie monoclonale bénigne, quel suivi vous préconisez. Vous avez 3 minutes pour répondre à cette question. Le suivi d'une gammapathie monoclonale bénigne comme le bilan initial vise à dépister l'évolution vers une gammapathie maligne. On fait un suivi initialement à 3 et 6 mois. À 3 mois, on peut se contenter d'une EPP. À 6 mois, on fait souvent un bilan un peu plus complet. Et ensuite, un bilan annuel. Pour le bilan annuel, tout d'abord, un examen clinique avec l'état général, le poids et les douleurs osseuses qui orienteraient, s'il y a une altération d'état général, une perte de poids ou des douleurs osseuses, vers l'évolution vers une gammapathie maligne. Les examens biologiques qui sont finalement pas loin de ceux qu'on a demandé initialement, numération pour les cytopénies, créate pour l'insuffisance rénale, calcémie pour l'hypercalcémie, protidémie qui est souvent élevée puisqu'on a un pic monoclonal, le PP, et ça c'est fondamental, c'est une des rares pathologies malignes pour lesquelles on a un marqueur entre guillemets tumoral quantitatif valide. Donc c'est vraiment le principal critère de suivi de ces pathologies. Et enfin, toujours, retentissement urinaire, est-ce qu'il y a une protéinurie faite de chaîne légère, une protéinurie de Ben-Jones.
Les radiographies, qui ne doivent pas être faites systématiquement tous les ans, mais doivent être centrées sur les zones douloureuses et refaites au moindre doute d'évolutivité. Enfin, comme je vous l'expliquais, le but est de rechercher des signes d'évolutivité, évolutivité vers une pathologie maligne. Quels seraient ces signes? Une ascension importante ou rapide du pic, l'apparition de douleurs osseuses, de cytopénie, d'insuffisance rénale. Tout ça, on va le détecter aux examens qu'on a faits. Et enfin, s'il existe une de ces anomalies, on refera le bilan complet qu'on avait fait initialement avec l'ensemble des radios du squelette. On vous demande à la 4e question, quelle est l'évolution naturelle de cette pathologie? Vous avez 2 minutes pour répondre à cette question. Pour les gammapathies, 2 évolutions sont possibles. Soit ça reste une gammapathie dite bénigne ou de signification indéterminée, soit avec un pic stable, soit avec un pic qui augmente un peu, mais qui reste dans les limites des normes que l'on s'est fixées et sans atteinte autre. Soit donc on évolue vers une gammapathie monoclonale bénigne. Et quelles sont les différentes gammapathies monoclonales bénignes? Quand il s'agit d'une IgA ou d'une IgG, il s'agit le plus souvent d'un myélome. Quand il s'agit d'une IgM, il s'agit d'une maladie de Waldenström. Et enfin, il ne faut pas oublier que l'on peut retrouver dans des lymphomes ou dans des leucémies lymphoïdes chroniques un pic monoclonal et donc aussi ne pas avoir que l'arrière-pensée myélome devant un pic, mais chez des sujets jeunes, penser que ça peut révéler un lymphome ou une leucémie lymphoïde chronique. Enfin, le risque d'évolution vers ces gammapathies monoclonales malignes conditionne le pronostic de cette pathologie et ce risque augmente avec le temps. Pas forcément avec l'âge, mais avec le temps. Si on diagnostique un pic monoclonal chez quelqu'un de 25 ans, on sait qu'il a beaucoup plus de chances de faire une gammapathie monoclonale maligne que si on le diagnostique chez quelqu'un de 80 ans. Le risque évolutif est de l'ordre de 5% à 5 ans, 15 à 20% à 10 ans et environ 25%, soit un quart des cas, à 15 ou 20 ans. À la dernière question pratique. Si votre patient s'était plaint de lombalgie mécanique, un peu inflammatoire, enfin de lombalgie où vous n'êtes pas bien à l'aise pour faire le diagnostic, quel examen peut vous aider au diagnostic de ces douleurs? Pourquoi? Vous avez 1 minute pour répondre à cette question.
Tout d'abord, pourquoi? Devant des lombalgies chez un patient qui a un pic monoclonal, il y a deux possibilités. C'est une lombalgie commune mécanique ou c'est une localisation de sa gammapathie dans le cadre d'un myélome, c'est-à-dire une localisation tumorale. Pour faire le diagnostic de ces lombalgies, vous avez fait des radios. Si on vous pose la question d'un examen complémentaire, c'est que vos radios sont normales. Et l'examen qui pourrait vous aider dans ce cadre-là, c'est la réalisation d'une IRM lombaire à la recherche de localisation myélomateuse. C'est l'examen qui est le plus sensible pour rechercher des localisations myélomateuses. Et c'est d'ailleurs un examen qu'on est amené à faire dans les myélomes de stade 1, c'est-à-dire un petit peu au-dessus des gammapathies de signification indéterminée, pour savoir si on a une infiltration myélomateuse du rachis qui est infraradiologique et qui serait, chez des gens jeunes, une indication à mettre les patients sous traitement dans les myélomes de stade 1. Donc l'IRM lombaire, bon examen pour rechercher des localisations, une infiltration myélomateuse. Quels sont donc les points forts de ce dossier? Tout d'abord, vous devez connaître les critères de gammapathie monoclonale de signification indéterminée, et ce qui est finalement connaître les signes d'alerte, les signes devant lesquels vous devez dire « Ah, cette gammapathie-là, c'est un myélome » ou c'est pas simplement un pic monoclonal, il y a une pathologie derrière. Vous devez bien retenir que l'électrophorèse des protéines plasmatiques est le principal examen de suivi, et c'est un très bon examen quand il y a un pic pour les gammapathies monoclonales. Et vous devez connaître l'intérêt de l'IRM pour la recherche précoce de lésions myélomateuses devant des lombalgies ou dans un myélome de stade 1 où vous vous posez la question d'une indication thérapeutique. Donc je vais profiter de ce dossier sur les gammapathies monoclonales bénignes ou de signification indéterminée pour vous faire un bref rappel sur les gammapathies. Tout d'abord leur classification. Donc ce qu'on a vu nous ici c'est les MGUS qui représentent presque 70% des gammapathies monoclonales dont les critères, je vous le rappelle, sont pour un pic IgG un pic de moins de 30 grammes, une créate normale, une calcémie normale, une hémoglobine normale, l'absence de lésions osseuses, de protéinurie et enfin une plasmocytose médulaire de moins de 5%. Ensuite, les gammapathies monoclonales malignes qui peuvent se révéler directement sous la forme de gammapathie monoclonale bénigne, ou alors on peut passer d'une gammapathie de signification indéterminée qui évolue vers une gammapathie maligne. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le terme de gammapathie monoclonale bénigne a été supprimé, c'est parce qu'elles peuvent évoluer vers des gammapathies monoclonales malignes. Les gammapathies monoclonales malignes, c'est quoi? Le myélome, IgG supérieur à IgA supérieur à IgD en termes de fréquence, et les syndromes lymphoprolifératifs, donc le Waldenström, c'est toujours une IgM dans ces cas-là, et leucémie lymphoïde chronique et lymphome, avec très souvent un pic et souvent IgM, mais pas forcément. Enfin, de façon un peu à part, le plasmocytome solitaire, qui est en fait apparenté plutôt au myélome et qui est une localisation unique de myélome. C'est pas une localisation unique d'un myélome, c'est un clone plasmocytaire à un endroit précis. Quand vous avez une localisation osseuse unique et un myélome multiple, au myélogramme, vous avez des plasmocytes. Quand vous avez un plasmocytome, au myélogramme, il n'y a pas de plasmocytes. Et les plasmocytes se retrouvent uniquement sur la lésion osseuse, donc au moment de la biopsie de la lésion osseuse. Donc ça, c'est 1% des gammapathies monoclonales malignes. Donc c'est relativement rare, et vous devez un peu raisonner face à un plasmocytome comme face à un myélome. Donc vous vérifiez qu'il n'y a pas d'autres lésions osseuses dans le plasmocytome. Vous traitez le plasmocytome, on peut le traiter par radiothérapie simple, localisée sur la lésion, mais il faut toujours le suivre dans l'idée que un certain nombre de plasmocytomes solitaires se transforment ensuite en myélome. Enfin, un peu à part, les autres gammapathies, la maladie des chaînes lourdes,
qui est quelque chose de rarissime, et l'amylose AL. Alors l'amylose AL, c'est 10% des gammapathies, et l'amylose AL, elle peut évoluer pour son propre compte dans le cadre d'une gammapathie de signification indéterminée ou dans le cadre d'une gammapathie monoclonale maligne. C'est-à-dire que quand vous avez une amylose, même si le traitement va plus s'apparenter au traitement du myélome et des gammapathies malignes, vous n'avez pas derrière forcément un clone malin. Il y a juste une production inappropriée d'une immunoglobuline et la chaîne légère qui se dépose, sans forcément que le clone plasmocytaire qui produit cette immunoglobuline en excès ne soit malin. Enfin, vous devez savoir, on n'a pas traité ici le myélome, mais pour comprendre en fait les manifestations qui sont associées aux gammapathies, vous devez comprendre qu'il peut y avoir deux types de manifestations, en fait, liées d'une part au clone plasmocytaire. Donc dans les gammapathies malignes, le clone plasmocytaire prolifère comme une expansion tumorale. Les plasmocytes sont dans la moelle osseuse, donc ça donne quoi? Ça donne des atteintes osseuses. Ça donne une lyse, donc ça donne une hypercalcémie. Et ça envahit la moelle, donc ça donne une insuffisance médulaire. Ça envahit la moelle, donc insuffisance médulaire, c'est-à-dire des cytopénies, mais le plasmocyte tumoral prend aussi la place des autres plasmocytes normaux, et c'est responsable, même si sur le PP vous avez une hypergammaglobulinémie parce que vous avez un pic, c'est responsable de ce qu'on appelle l'hypogammaglobulinémie polyclonale, c'est-à-dire que les immunoglobulines normales, celles qui vont vous servir à vous défendre contre les infections, en particulier bactériennes, vont être dans les chaussettes. Vous avez un pic monoclonal avec une seule spécificité qui provient d'un clone tumoral, qui est en excès. Donc vous avez globalement une protidémie normale, un chiffre de gamma-globuline normal. Mais si vous regardez de près votre électrophorèse, donc vous avez votre pic, et en dessous c'est blanc. Il n'y a pas de gamma-globuline polyclonale. Et ça, c'est responsable de quoi? C'est responsable de cette particulière sensibilité aux infections qu'ont les patients atteints de myélome. Donc ça, c'est ce qui est lié à l'expansion du clone plasmocytaire dans la moelle. Ensuite, il y a les manifestations qui sont liées à l'immunoglobuline, la protéine en excès, qui est produite par ce clone. Donc ça donne quoi? Trop d'immunoglobuline dans le sang, donc une hyperprotidémie, une élévation de l'AVS, éventuellement ce qu'on appelle le syndrome d'hyperviscosité. Donc l'hyperviscosité, c'est lié à trop de protéines dans le sang, et ça se voit essentiellement avec les immunoglobulines qui peuvent faire des polymères, c'est-à-dire des dimères, les IgA, ou des pentamères, les IgM. Donc vous pouvez avoir des syndromes d'hyperviscosité dans le myélome, ça se voit dans le myélome à IgA, et ça se voit dans la maladie de Waldenström essentiellement, quand il y a des grands pics, de grandes hypergammaglobulinémies, surtout donc sur ces immunoglobulines qui ont la possibilité de former des polymères. Enfin, lié toujours à la production de l'immunoglobuline, les chaînes légères produites en excès, qui sont, je vous le rappelle, qui ont un poids moléculaire de 22 kilodaltons, donc qui passent très facilement dans les urines. Le seuil, c'est un peu en dessous de 70, c'est-à-dire que l'albumine ne passe pas. Tout ce qui est plus petit passe. Donc les chaînes légères passent dans les urines de façon normale, mais on ne doit pas en retrouver parce que quand vous avez des plasmocytes normaux, je vous l'ai dit tout à l'heure, on produit autant de chaînes légères que de chaînes lourdes, les deux s'assemblent, ça fait des immunoglobulines. Quand vos plasmocytes sont anormaux, vous avez des chaînes légères produites en excès, celles-ci passent dans les urines et sont responsables d'une néphrotoxicité en elles-mêmes, par eux-mêmes, une néphrotoxicité tubulaire. Donc c'est la toxicité tubulaire des chaînes légères, et aussi ces chaînes légères, elles peuvent se déposer sous forme de dépôt d'amylose ou de dépôt de chaînes légères simplement, c'est-à-dire c'est pas des dépôts amyloïdes avec cette formation en feuillet bêta plissé, mais juste les chaînes légères qui se déposent. Ça s'appelle la maladie des dépôts ou la maladie de Randall, et la principale atteinte de cette maladie, c'est l'atteinte rénale. Et on a parfois des atteintes cardiaques. Enfin, toujours votre immunoglobuline, elle peut avoir des caractéristiques particulières. Donc,
former des dépôts d'amylose, une plus grande facilité à se déposer maladie de Randall, ou précipiter au froid et donner des problèmes à type de cryoglobulinémie. Donc vous pouvez avoir dans vos gammapathies monoclonales bénignes une cryo, cette fois-ci c'est une cryo de type 1. Je vous rappelle qu'il y a 3 types de cryoglobulinémie. La cryoglobulinémie de type 1, donc qui est liée à une protéine monoclonale, qui peut être liée à une gammapathie monoclonale de signification indéterminée ou à une gammapathie monoclonale bénigne. Et la particularité, c'est que l'immunoglobuline qui est produite en excès précipite au froid et donc ça vous donne la cryoglobulinémie. Ensuite, vous avez la cryoglobulinémie de type 2 et de type 3. Type 2, c'est monoclonal plus polyclonal, et type 3, c'est polyclonal. Et ces cryos de type 2 et type 3 se voient essentiellement avec les infections virales de type hépatite C et les maladies auto-immunes, maladies de système type lupus. Enfin, votre immunoglobuline peut avoir une activité d'anticorps et être responsable de manifestations auto-immunes telles que les anémies hémolytiques auto-immunes. Elle peut avoir une activité facteur rhumatoïde. C'est souvent le cas des immunoglobulines de cryo qui ont une activité facteur rhumatoïde. Et elles peuvent aussi avoir d'autres activités, par exemple les IgM anti-MAG et les neuropathies démyélinisantes. L'activité d'anticorps se voit excessivement rarement dans le myélome, on peut dire quasiment pas. Par contre, l'anémie hémolytique auto-immune, c'est assez fréquent dans les gammapathies. Ça peut exister dans les gammapathies malignes dans le cadre des lymphomes et des LLC. Ça, vous avez dû l'apprendre. Donc voilà, vous devez retenir dans ces gammapathies, et vous devez raisonner comme ça dans un dossier de gammapathie de myélome, c'est les manifestations liées au clone plasmocytaire et les manifestations liées à l'immunoglobuline chaîne lourde et chaîne légère produite en excès. Donc voilà pour ce rappel sur les gammapathies.